Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est excellent d'être avec vous ce soir comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Et c'est un plaisir d'être avec vous pour passer une heure ensemble, une heure riche des parcours et des destins de ceux qui font que l'exception que l'on appelle l'excellence française continue à vivre et à perdurer. À mes côtés en studio, une femme au parcours riche de ceux qui incarnent l'esprit français, une jeune femme politique qui embrasse la France sans qui elle aurait été peu. Et c'est ce qu'elle nous raconte d'ailleurs dans son livre Envie de France, sorti aux éditions de l'Observatoire le 20 octobre dernier. J'ai nommé Sarah El Haïry, notre secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Et en deuxième partie de cette émission, ne ratez pas une femme qui mêle art et littérature d'un même trait tracé de la peinture au mot. L'artiste peintre et écrivaine Olivia Coudrine qui vient se raconter sur Sud Radio et nous parler aussi de son dernier roman, un roman qui renverse les codes sans discussion, L'homme battu, sorti aux éditions du Cherche Midi. Mais tout de suite, on retrouve Sarah El Haïry et son incroyable destin. C'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, s'il y en a une, comme je le disais, qui incarne l'esprit républicain et les chances à saisir qu'il nous donne, c'est bien vous, Sarah. Vous êtes une enfant des voyages entre votre terre de naissance, la Sologne, où vous êtes littéralement née dans l'histoire de France, puis Metz, Casablanca, Nantes et Paris, entre les trois monothéismes aussi que vous avez tous fréquentés. Une enfant de la pluralité dont vous avez fait une richesse, Sarah El Haïry, clairement. J'ai cette chance-là. Oui. J'ai la chance d'avoir une famille qui a été bercée par plusieurs religions, qui les a embrassées, chacune d'entre elles, dans ce qu'elles apportaient, plus que ce qu'elles puissent fragmenter ou apporter comme division. Et j'ai eu la chance de finalement être un enfant de la Loire. Je suis née effectivement à Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher, au cœur des châteaux, au cœur des beautés de cette belle histoire de France qui était dans le bâti, et puis finalement avoir adopté une ville qui est la mienne aujourd'hui, Nantes, une ville qui m'a adoptée en retour, qui m'a tant donné aussi, puisque elle m'a fait l'honneur d'une certaine manière, et en même temps la responsabilité d'en être députée quelques années après. Mais finalement, on s'enracine là où on veut. Quand on sait qui on est, d'où on vient. Et c'est un peu l'esprit et l'histoire que j'ai voulu partager. Parce que dans le fond, tout le monde essaye d'opposer aujourd'hui, alors même que notre histoire, elle est faite de confluences, elle est faite de rencontres, elle est faite finalement d'histoires avec un petit H, mais qui composent cette grande histoire de France. Et c'est comme ça que j'avais envie de la raconter. C'est pour créer le lien aussi avec tout ça. Du lien, il y en a toujours, et il faut surtout aller le chercher et le regarder. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se divisent sur l'idée même de c'est quoi l'identité ? C'est quoi l'identité française ? Moi, je dis simplement que cette identité, elle appartient à chacun. Que la France, elle est aussi pétrie de rencontres, pétrie de familles, pétrie aussi finalement de générations qui, pour certaines, ont versé leur sang. D'autres ont versé la sueur de leur front. Mais finalement, ce pays est bâti de cette diversité. Et quand on est apaisé avec ses identités, quand on connaît son histoire, vraiment, quand on a ses repères, on le vit bien. Bien sûr. On le vit bien. Quand on les a moins, alors on tombe malheureusement dans les extrémismes, on va exactement, et les radicalités. Alors vous racontez cet amour de la France, donc dans Envie de France, le titre parle pour lui-même. Vous racontez aussi l'horreur d'un attentat islamiste, celui que vous avez vécu, celui de 2003 à Casablanca, où la pizzeria de vos parents est attaquée avec 5 autres lieux. Cet attentat qui fera 33 morts, on s'en souvient. Cet attentat qui verra naître aussi votre conscience politique, du coup, à 14 ans. Est-ce que c'est l'horreur, finalement, qui vous a donné le goût de l'essentiel ? Est-ce qu'on peut tirer du bon de quoi qui se passe, finalement, Sarah El Haïry ? Je suis profondément une optimiste. Je tirerai à chaque fois le bon de chaque chose. Mais ce qui m'a profondément finalement marqué, c'est que l'horreur, elle peut s'infiltrer dans n'importe quel esprit, et que cette horreur, alors même qu'elle a touché, qui a touché le Maroc, qui a touché le lieu dans lequel j'ai grandi, où normalement un restaurant, vous savez, c'est du rire, c'est des moments de partage, c'est du bonheur, c'est de la joie. Et finalement, on s'attaquait à quelque chose qui était un lieu de partage, de joie. Un symbole d'amour aussi, en fait. Oui, d'amour, d'ouverture. Et finalement, bien des années après, on se rend compte que ces actes terroristes, il y en a partout dans le monde, et il y en a même chez nous. Et c'est là où il y a deux manières de voir. En avoir peur, ou au contraire combattre cette idéologie. Aussi. Bien sûr, combattre cette idéologie et aller chercher cette énergie dans ce qu'on a de plus précieux, dire ces moments
fondamentalement de partage. Et c'est exactement ce que la chance que j'ai eue, c'est comme ça que j'ai grandi, et c'est ce que j'ai envie de rendre aujourd'hui. Et de retransmettre du coup, oui. Tout à fait. Alors vous dites, Sarah El Haïry, notre chance a été la France. Est-ce que c'est l'universalisme en fait républicain qui vous a soigné aussi quelque part? Qui m'a permis de me construire totalement, de soigner des cicatrices aussi, bien sûr. Ouais. C'est quoi l'universalisme dans le fond? Ouais. L'universalisme à la française, c'est le fait de regarder chaque personne comme elle est, comme un citoyen, qui va pas te réduire ni au nom de ta famille, ni à ton lieu de naissance, encore moins à ta couleur de peau, ou à ton orientation sexuelle, et encore moins à ta foi. Finalement, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, qu'elle porte le nom de Yahvé, de Jésus ou d'Allah, peu importe. Dans le fond, quand on est français, on est d'abord citoyen de ce grand peuple de France, parce qu'il est... Vous vous considérez d'abord comme citoyenne avant tout, en fait. Bien sûr, évidemment. Et donc, du coup, de ceux qui doivent bâtir ces liens, bien sûr, transmettre une histoire dont on est héritier. Et l'héritage, tu peux le faire tien. On hérite de l'histoire de sa famille, bien sûr, parce que celle-là, on ne la choisit pas. Mais on peut s'approprier cet héritage plus national, si on le souhaite, européen en plus, parce que moi je conjugue ces citoyennetés et pour le coup je les assume. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est de connaître finalement aussi l'histoire de ses parents et de ne pas la nier. Et quand on la connaît, quand on les conjugue, alors on va bien. On va bien et on ne laisse pas s'installer ces discours comme ce qu'on entend aujourd'hui dans le discours politique de notre pays, qui va diviser les gens entre eux, en allant chercher ou réduire les gens. Alors non, c'est diviser pour mieux régner aussi un petit peu quelque part. Alors dans cet universalisme, il y a la laïcité, Sarah El Haïry, c'est très important. La laïcité, est-ce que c'est aussi le droit de pratiquer sa religion dans son cadre privé, mais pas dans le cadre public? Parce que c'est bien ça, on est d'accord. Et est-ce que c'est croire ou ne pas croire à la même enseigne? On est bien d'accord aussi, c'est-à-dire que finalement, qu'on soit athée, pas athée, qu'on soit musulman, juif ou catholique ou bouddhiste, finalement, on a le droit du moment qu'on on force pas les autres à vivre sa foi. Bien sûr, et aujourd'hui la laïcité n'est pas suffisamment définie. Et pour certains, malheureusement, le fait de ne plus savoir ce que c'est la transforme et presque la pervertisse. La laïcité, c'est très simple. La laïcité, c'est effectivement le fait de croire, de ne pas croire, de changer de religion. C'est le fait de protéger ceux qui y croient, tant qu'ils sont dans une pratique qui respecte une seule règle, la seule et unique qui existe, la loi de la République. Et au-dessus de la foi. Et donc, c'est quoi les règles du quotidien? La neutralité des agents publics, la sacralité de certains lieux, l'école, le collège, le lycée, les endroits où finalement on construit et on bâtit cet esprit critique, cet esprit de citoyenneté. L'esprit des Lumières, quoi. Bien sûr, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers des Lumières. Et donc, si on ne protège pas cette laïcité à la française, alors même qu'il y a des mouvements, je pense évidemment à l'islamisme politique, qui n'a rien à voir en réalité avec l'islam, avec les musulmans de France. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une idéologie mortifère qui essaye d'imposer, de diviser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en faire la distinction. Moi, je pense vraiment que plus on transmettra cette laïcité, plus on reconstruira et on renforcera notre vivre ensemble. Et ce n'est pas des mots creux, ce n'est pas des mots vides. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on voit une discrimination quelle qu'elle soit, c'est toute la France qui se lève, qu'elle soit raciste, antisémite, qu'elle soit homophobe, ou qu'elle soit liée à une pratique religieuse, quelle que soit. Pourquoi? Parce que ça vient fracturer cette égalité entre les citoyens. Et donc cette laïcité, ce n'est rien d'autre qu'en réalité, au-delà de la séparation entre les églises et l'État, c'est la liberté, c'est une loi de liberté, c'est une loi qui protège. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'on ne l'a pas assez transmise, on ne l'a pas assez partagée. Et donc, certains l'utilisent comme un glaive, alors qu'en réalité, c'est ni un glaive, ni un bouclier. Ce n'est rien d'autre qu'une valeur et un principe absolument essentiel à protéger, parce qu'il n'est pas compris et partagé par tous. Et d'ailleurs, nous avons vu cette semaine la campagne qui a été faite par le Conseil de l'Europe, qui a montré à quel point l'incompréhension s'installe, mais à quel point effectivement... Vous parlez de la campagne sur le voile, là, tout à fait, qui n'était rien d'autre qu'une campagne qui a été extrêmement choquante parce que elle pervertissait. Elle pervertissait l'esprit même de la liberté.
ce n'est pas le lieu, ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui Bien sûr. de cette grande Europe qui est la nôtre, qui est celle qui défend les libertés en réalité, et qui protège la liberté de conscience, la liberté de religion bien sûr, mais qui ne fait pas la promotion d'un symbole ou d'un symbole religieux en réalité. Alors, on vous entend parler des histoires et de l'histoire, et il est évident que le refus de l'histoire telle qu'elle a été réellement, ça donne la cancel culture, ça donne le wokisme, ça donne les identitaires, ça donne l'assassinat de Samuel Paty. D'ailleurs, vous avez été intronisé secrétaire d'État le lendemain de son assassinat, c'est ça ? Juste quelques semaines avant, et par contre, j'ai été le jour de la cérémonie où on a accueilli son cercueil à la Sorbonne. J'y étais avec évidemment l'ensemble du gouvernement, mais j'ai entendu ses parents, au moment où le cercueil rentre à la Sorbonne, l'appeler Samuel. Et finalement, entendre ces mots, simplement son prénom prononcé par la bouche de ses parents, c'était se rendre compte à quel point, oui, l'horreur frappe. L'horreur frappe, et l'horreur frappe dans notre pays. Proche, quoi. Bien sûr, proche. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ces radicalités. On est d'accord que sans histoire, c'est impossible de construire l'avenir, en fait, Sarah El Haïry. Ah, mais je partage totalement. Évidemment, sans histoire, c'est impossible. Et c'est pour ça que la cancel culture est extrêmement dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle détricote l'histoire, elle la réécrit, elle essaye de la nier. C'est une forme de négationnisme, en fait. C'est une forme. Quand on essaye de déboulonner, on souhaite déboulonner des statues, quand on souhaite renommer des lieux, et finalement renommer même des œuvres d'art, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, c'est gravissime. Il ne faut jamais regarder le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut transmettre le passé, il faut donner pour ouvrir les codes. Yeux aujourd'hui, justement. Bien sûr, pour les se construire, et pour regarder les dangers qui se sont passés, et finalement ne pas les reproduire. C'est là où la transmission finalement de cette histoire avec un grand H est essentielle, et elle doit être partagée par l'école, par les familles, par les associations. Et là, nous avons le devoir de créer un bouclier énorme, parce que c'est notre votre jeunesse, engagement, c'est le sens de votre engagement. Ah oui, c'est profondément mon combat. Moi, mon combat, il est contre cette extrême droite identitaire et contre ces wokistes. Contre les extrêmes en général. Contre les deux radicalités qui, malheureusement, aujourd'hui, aspirent une partie de nos jeunesses. Oui. Parce qu'ils sont frustrés, c'est ce que vous dites. Il ne faut pas laisser l'espace, il ne faut pas laisser de vide. Il faut permettre à chacun de se construire, et donc de lui donner les piliers de cette construction. Et ces piliers, c'est ne pas... finalement, laisser du flou sur nos institutions, sur les grands combats qui ont été les nôtres, les combats pour le droit des femmes, les combats pour le droit de vote, finalement défendre un État démocratique également. Il faut dire qu'autour de nous, il y a des pays qui ne sont pas des pays démocrates. C'est vrai. Et c'est une chance, et on a un des plus... Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a un petit peu. Mais bien sûr, on a un des plus beaux pays au monde, avec un modèle social qui est unique. Qui ne te demande pas ta carte de crédit quand tu arrives à l'hôpital, qui t'éduque, qui t'émancipe, qui te donne ta chance, et qui va même... finalement construire cet escalier qui va permettre de t'émanciper, et une rampe au cas où il y a une galère, et ça peut arriver dans un moment de vie, mais finalement c'est à chacun d'en être aussi un acteur. Merci pour ce partage, Sarah El Haïry. On va continuer tout de suite. À mes côtés ce soir, et quoi qu'on en dise, l'excellente femme politique Sarah El Haïry, qui sera rejointe dans pas très longtemps par la non moins excellente écrivaine et artiste Olivia Coudrine. C'est excellent, et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio pour encore 3 bons quarts d'heure. Dans quelques instants, l'écrivaine et peintre Olivia Coudrine nous rejoindra pour nous raconter son parcours et son dernier roman. Mais tout de suite, on continue avec la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, qui n'est pas bien vieille non plus, pardonnez-moi Sarah El Haïry. Sarah El Haïry, dans votre livre Envie de France, sorti à l'Observatoire, on le disait, il y a un chapitre qui se nomme Aide-toi et la République t'aidera. Pardon pour le cliché, mais vous êtes un bel exemple vous-même de l'ascenseur social républicain. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence, en fait ? Est-ce que tout est possible quand on le veut en République ? Tout est possible. Tout est possible, et je ne dis pas que la ligne de départ est la même. Je ne nie pas les difficultés, mais dans notre pays, et c'est bien la promesse de la République, c'est notre pays, il favorise quoi ? Le goût de l'effort, le courage, le fait de saisir des opportunités, et surtout de ne jamais abandonner. Mais l'idée de l'ascenseur social... Je l'aime pas, cette expression, parce qu'il y a un peu quelque chose d'automatique. Oui, je préfère l'escalier. C'est pour ça que je parle souvent de rampe et d'escalier. Parce que, en réalité, c'est quoi la responsabilité on se fait porter de par notre la force pays ? de ses jambes, quoi. Ben oui, bien sûr. Dans un commun. Ce commun, c'est quoi ? C'est cet escalier, c'est ces institutions. Les rampes, c'est quoi ? C'est notre modèle social. Ce sont les associations. C'est finalement tous ceux qui sont là pour t'aider quand il y a un moment, une galère, une difficulté. Et donc, face à
par rapport à l'égalité des chances. Moi, j'aime l'égalité des possibles, celle qui va accompagner chacun dans sa capacité de faire. Je me refuse l'idée de dire qu'il y ait d'autres voies que la liberté par le travail, la liberté par le courage de faire. La méritocratie, quoi. Bien sûr, la méritocratie. Que vous aviez apprécié d'ailleurs au tout début chez Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Mais la méritocratie, c'est quoi? C'est finalement regarder, parce que ça rejoint en réalité le modèle universaliste qui est le mien, c'est regarder chacun par rapport à ses talents. Et finalement, lui donner sa chance. Ça veut dire ne pas le condamner. Le condamner dans une situation qui serait un instant T. On peut avoir plein de galères, on peut avoir plein d'échecs. Et alors, ce sont que des aventures. Et c'est pour ça que, quand je dis que je suis profondément une optimiste, moi je crois à la capacité de se tromper et de recommencer. J'ai créé une entreprise, elle n'a pas tenu. J'ai recommencé. Je me suis engagée dans... Un échec, c'est une expérience, quoi. C'est ça que c'est une aventure, bien sûr, c'est une expérience. Alors, il faut changer le regard sur ça. Ouais, je suis d'accord. Alors, on peut en parler justement de votre ascension fulgurante, parce que quand même, vous, c'est l'ascenseur. Vous avez pris votre carte de l'UMP à 18 ans. Vous soutenez d'abord Nicolas Sarkozy, on le disait, puis à cause d'un discours trop identitaire, vous changez d'avis. Vous rejoignez donc François Bayrou, qui est devenu votre mentor. Vous êtes élu député MoDem de la 5e circonscription, puis propulsé porte-parole national du MoDem, pour arriver à votre poste actuel, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement à 31 ans. Bravo, c'est excellent. Finalement, Sarah El Haïry, vous êtes bien la preuve qu'on peut tout faire par la force de la volonté et de l'engagement. Ça va bien avec l'intitulé de votre poste aussi, hein? L'engagement. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que ce mot apparaît, parce que c'est finalement l'engagement de tous. Moi, je crois que dans notre pays, chacun a son rôle. Les entreprises ont leur rôle de transformation de notre société, d'accompagnement de notre société, mais également pour répondre aux grands enjeux, l'égalité entre les hommes et les femmes, la transition environnementale, la lutte contre les inégalités. L'entreprise a son rôle. Le monde associatif aussi. Le monde associatif, c'est le tutorat et le mentorat. On sait à quel point la rencontre avec une personne peut transformer une vie. C'est pour ça que vous arrivez, vous? Parce qu'on va parler un peu de vous, quand même. Bien sûr. La confiance qui m'a été faite. D'abord, la confiance, effectivement, de Marc Fesneau, de François Bayrou, de Patrick Mignola, et d'une femme, moi, qui a bousculé une partie de mon engagement politique, c'est Marielle de Sarnez. D'accord. Une femme d'une liberté dingue. C'est indispensable, les mentors, pour se faire un chemin. Il faut s'en trouver. Les mentors et les rôles modèles. Parce que parfois, on a la chance de rencontrer son mentor parce qu'il croise son chemin. Mais moi, je dis à tous ces jeunes que je rencontre, ayez l'audace. N'attendez pas que ça arrive. Osez, quoi. Osez, provoquez, soyez. Mais bien sûr. Mais parce que vous avez osé vous-même, quoi. L'audace, on n'a rien à perdre. C'était Danton qui disait ça. Exactement. Toujours de l'audace, rien que de l'audace. Danton, il se trouve que la devise de Nantes dit aussi que la chance sourit aux audacieux. Ça se provoque, quoi. Ça se provoque. Effectivement, ça se provoque. C'est pour ça que l'automatisme de la réussite, je ne veux pas que cette idée s'installe, et au contraire dire à tous ces jeunesses qui sont très différentes. Prenez l'escalier. Ouais, prenez l'escalier. Moi, je mets un S à mon intitulé, parce que vous savez, quand vous êtes jeune à Romorantin, à Aurillac, à Nantes, c'est pas pareil. À Paris, c'est pas la même chose. Quand vos parents peuvent vous aider, ou quand ils peuvent pas, parfois vous en avez pas, ça ne vous condamne à rien. Oui, parce qu'on est dans un pays où l'État peut aider, quoi. Clairement. L'État aide. Il aide déjà, et il aide énormément. Et si on ne... Et c'est pour ça que j'essaye d'insuffler l'esprit d'entreprendre et le voyage, bon sang. Parce que quand tu pars, quand tu as la chance de découvrir d'autres pays... Le voyage forme la jeunesse, c'est ça que vous voulez dire, Sarah El Haïry. Et ce voyage, il peut se faire partout, il peut se faire dans notre reçues, pays. Mais c'est des idées justes, en fait. C'est en réalité un adage populaire qui est très très juste. Parce que quand finalement tu sors de ton espace de confort, moi j'ai vécu à Metz, j'ai vécu à Rabat, au Maroc, à Casablanca, à Nantes, à Paris, le fait de pouvoir partir et de voir à quel point on peut se réinventer, se reconstruire, parfois avoir une nouvelle chance. Parce que quand tu restes dans ton territoire, ou parfois dans ton cercle amical, le regard qui est posé sur toi, c'est difficile de le changer. Ça vous permet aussi de savoir qu'un échec, finalement, c'est pas la fin de la route, mais c'est le début d'autre chose, peut-être. C'est évidemment le début d'autre chose, et c'est pour ça qu'on porte, et j'en suis très fière, tout un plan qui s'appelle Un jeune, un mentor, pour créer ces liens, pour démultiplier ces liens. Dans notre pays, on n'a que 25 000 jeunes qui sont mentorés, et l'ambition qui est la nôtre, c'est d'en faire 200 000. C'est qu'un chiffre, c'est un objectif. Mais finalement, c'est 200 000 rencontres où une personne, un jeune, un moins jeune, va finalement parrainer, mentorer l'autre. C'est cette démultiplication des rencontres et donc des destinées. Et au-delà de ça, les jeunesses, pour qu'elles se construisent et pour que notre pays conforte cette cohésion sociale, il faut que les jeunes se rencontrent, se connaissent, discutent, débattent, même quand ils ne sont pas d'accord. Et finalement, le service national universel, c'est un peu gommer ces inégalités en portant un uniforme,
alimenter cette aspiration, cette appartenance à la France en levant un drapeau, en chantant une Marseillaise, mais aussi de pouvoir débattre le soir sur ce qu'on vit, Et ce de qu'on pas vit être avec d'accord, force. on a le droit de pas Bien être sûr, d'accord. et de débattre, de poser les grands principes, de poser ses envies, ses J'ai une aspirations. question pour vous quand même, parce que vous êtes une jeune ministre de 31 ans, vous êtes une femme dans un métier qui est quand même un métier d'homme en général, dans un monde dur qui est le monde de la politique. On imagine que vous êtes confrontée parfois au machisme, peut-être même parfois au racisme, ça a dû être le cas sur votre route, et au paternalisme aussi. Comment est-ce que vous répondez à ça et comment est-ce que vous faites pour transformer cela justement et en faire quelque chose de positif, En me laissant pas faire. Ouais. En me laissant pas faire et surtout en le disant à haute voix. Mmh. Tu sais, il n'y a rien de plus violent finalement que quand vous arrivez dans une réunion, dans une rencontre et que finalement on salue tout le monde, de vous. Et Ah, ça vous est arrivé, la ça visibilité, Ouais. ça peut arriver. Et Ouais. quand ça arrive, il y a deux Qu'est-ce que manières vous de faites faire. dans ces cas-là? Ah ben je me fais savoir. Voilà. C'est-à-dire que, Vous en dites réalité, bonjour très fort. eh quoi. ben, exactement, et c'est moi qui salue. Alors D'accord. même qu'il y a deux possibilités. Soit finalement tu le gardes pour toi et finalement ça te ronge et ça te Ouais, rend mais pas vous bien. n'êtes pas à votre place si Eh vous ben, le pas gardez du pour tout. vous en fait. hein. Exactement. Mm. Et en fait, en général, c'est les autres qui se sentent très vite très cons. Mm. Ils se disent ah bah oui, finalement. Parlons vrai sur Sud Mais Radio. bien sûr, absolument. Mm. Et vous savez, le racisme parfois il vient de ceux que vous n'imaginez pas. Inimaginable, ouais, Non. c'est ça. Il n'y a Mm. pas ces derniers temps le pire est quand même sur les réseaux sociaux, même si Mm. les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Mais les propos peuvent être très violents. Et là, il faut Ça jamais. vous touche pas ça, Sarah El Bien Haïry, sûr que non ça plus me touche. Ça vous touche Évidemment que ça me Ouais. touche. Par contre, il y a deux manières de faire. Soit ça me touche et je ne dis rien, soit ça me touche et Et vous j'engage. répondez À chaque fois qu'il y a eu des propos qui ont été trop loin Mm. ou qui ont été caractérisés, j'ai fait un dépôt de plainte. Mm. Parce que je crois qu'il ne faut pas. D'ailleurs, c'est un laisser ce message racisme pour tous les ordinaire jeunes qui sont s'installer. harcelés ou toutes les histoires qu'il y a sur les réseaux, etc. en ce moment. Effectivement, on peut agir en allant porter plainte. hein. Et il faut le Il faire. le faut. Il faut porter plainte. Et si on est plus jeune, il faut en parler. Il faut en parler à ses enseignants, à ses parents, enseignants. ou parfois même à ses amis. Mm. Mais et si c'est une situation de harcèlement, vraiment j'en profite parce qu'aujourd'hui on sait que le harcèlement tue Ouais. et que le harcèlement avec Il y a les plusieurs réseaux jeunes, sociaux ouais. Mm. aujourd'hui ne laisse plus de répit puisqu'il rentre dans votre vie. Il faut saisir le 30-18, le 30-20, mais il faut surtout pas rester tout seul. Il faut agir, quoi. Il faut agir En et général, ne pas de toute subir. façon. Ne pas subir, Ouais. jamais. Demander de l'aide aussi. Ce Mm. n'est pas grave, mais il faut demander de l'aide. Quand on vit un moment difficile, il y a des gens pour aider. Dans notre pays, c'est possible. Et donc, finalement, briser le silence Ouais. qui peut parfois s'installer et ne pas oublier qui est la victime. Alors, on va revenir un petit peu à vous. Vous l'avez dit, Sarah El Haïry, vous allez vous présenter aux prochaines législatives qui auront lieu juste après la présidentielle 2022. La politique, a priori, quand on y prend goût, on ne s'arrête plus. Hein. Est-ce que c'est un peu comme le micro, je pense Ou jusqu'où vous comptez aller? Est-ce qu'un jour la présidence, Sarah El Haïry? Vous savez, l'engagement, il a toujours été dans ma vie. Il a Vous pris êtes plein de présidente formes. de la République depuis que vous êtes enfant ou pas? Non, je vous assure que ça n'a pas été le sujet. Qu'est-ce Mais qui vous motive alors? la capacité à changer les choses. Mm. Et en réalité, j'ai commencé Et vous y effectivement à arrivez 18 ans. Oui. Oui. Oui, et c'est ce qui donne une sorte d'adrénaline perpétuelle. D'accord. Et c'est ce qui vous passionne en fait. Mais bien sûr, et en Ouais. fait, on peut changer les choses là où on est. Et c'est Mm. un appel à l'engagement que je profite passer. à ce Ouais. micro de le dire. Que vous soyez aujourd'hui avec un mandat d'élu local, que vous soyez bénévole d'une association, que vous soyez étudiant, maman, papa, tout le monde peut s'engager pour l'autre. Parfois, aider son voisin, c'est transformer sa vie parce que ça crée de la fierté. petites Et c'est choses, ce quoi. sentiment tellement fort. On n'a pas toujours la chance d'avoir un job qui te rend fier ou sur lequel tu as une capacité d'action. Mais on peut transformer son quotidien. Et quand vous vous En heurtez s'engageant. aux difficultés dont on parlait tout à l'heure, par exemple, si vous voulez mener à bien un projet et que c'est compliqué, justement, un projet de gouvernement, des choses comme ça, que vous vous heurtez, même dans votre équipe, parfois, on imagine, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est pas compliqué, justement, d'être aussi passionné et de voir que les choses n'avancent pas, Sarah El Haïry? Il y a toujours un peu de frustration parce qu'on a toujours envie que ça aille plus vite, surtout quand on y croit vraiment. Mais la vraie réponse face à ça, c'est de faire un peu, d'aller rejoindre cet esprit du monde associatif. 1 + 1, ça fait toujours plus que 2 quand qu'on est ensemble, quand on va chercher des gens qui croient à la même chose. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Quand on a envie de porter un projet et qu'il est partagé, alors on n'est jamais seul, alors on arrive à le mener à bien. Ça crée l'enthousiasme, en fait, Oui. c'est ça. Et l'enthousiasme, en réalité, il est contagieux et c'est la seule contagion que j'assume aujourd'hui, vu la situation sanitaire qu'on vient de passer. Oui. La contagion de l'optimisme est possible. L'espérance est possible. L'utopie quand on est la possible partage. aussi. Bien sûr, le rêve. Et j'invite tout le monde à rêver. Ça fait du bien. Si on ne rêve pas les choses, elles ne se réalisent pas. Alors oui, il faut les dire lire, pour les concrétiser. Quoi. bien sûr, les dire, les rêver, les imaginer, les dessiner, aller au cinéma, se nourrir, partager ses rêves. Et finalement, quand on commence à les partager, ils se concrétisent. Ils se concrétisent. Et s'ils ne se concrétisent pas
tant comme on les a imaginés, alors parfois ils se transforment. Mais le plus important, c'est d'être au volant de sa vie, de ne pas la subir. Mais surtout, ne changez pas. Hein. Bravo Sarah El Haïry. C'est excellent sur Sud Radio ce soir, hein, clairement en compagnie de la secrétaire d'État très engagée, chargée de l'éducation et de l'engagement de notre pays, Sarah El Haïry. Et on revient dans un instant avec l'artiste, peintre, écrivaine, pas mal engagée aussi. Vous allez voir Olivia Coudrine. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence. Nous sommes ce soir en compagnie de la femme politique engagée, j'aime bien le souligner ça, Sarah El Haïry, puis on retrouve aussi la romancière et artiste Olivia Coudrine. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Olivia Coudrine. Bonsoir Judith. Alors Olivia Coudrine, je le disais, vous êtes artiste et romancière et votre nouveau roman L'Homme battu, sorti aux éditions du Cherche-Midi, traite, comme son titre l'indique, de l'histoire d'un homme, un père aussi, maltraité, mis en dérision totale par sa compagne, tout cela à travers les yeux de leur fille. Alors évidemment, dans une époque où la parole se libère avec le mouvement MeToo, etc., vous interrogez le rôle des femmes dans la violence conjugale aussi. C'est assez dérangeant, je dois le dire. J'imagine que c'était un des buts. C'est-à-dire, ce qui m'agace beaucoup en ce moment, c'est que en faisant des femmes des victimes, le sexe faible, comme on disait, beaucoup, ça nous remet dans un statut d'infériorité, je trouve. Alors qu'on est des êtres humains, et je pense que les femmes, comme les hommes, sont capables de violence. Sont capables de violence, de méchanceté, de cruauté. D'ailleurs... je veux dire, c'est tout simple. Les femmes, quand elles ont du pouvoir, je veux dire, sur un enfant, par exemple, il y a des mamans qui maltraitent leur enfant, qui les martyrisent et qui peuvent les tuer aussi. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Donc, je pense que c'était sortir de leur position victimaire, en fait. C'est ça, ces femmes. Voilà, exactement. Je veux pas être une victime. On est tous victimes à un moment de notre vie. On est victime d'un homme, d'une femme. On est victime d'un accident. On est victime de quoi que ce soit. Mais moi, je suis comme Sarah. Je suis une optimiste. On peut se sortir de tout ça. Il faut arrêter toujours de rester dans le passé, ce qui m'est arrivé, c'est monstrueux, mon Dieu. Non, il faut en sortir. Et je ne veux pas entendre que les femmes sont des victimes, parce que je vous dis, je me sens comme un être inférieur à chaque fois. Donc, et je pense qu'on est comme les hommes. Vous pensez qu'on est égal aux hommes, Olivia Coudrine? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pas plus on est d'équité, différents. On est différents. Quand même, plus que d'égalité, non? Oui, parce qu'on est complètement différents. Je veux dire, c'est vrai que physiquement, en règle générale, on est plus fragile, enfin on a moins de force, mais c'est ce qui nous a permis de développer autre chose aussi. C'est un peu comme les aveugles qui entendent mieux que les gens qui voient. Enfin, donc on a développé d'autres choses, une autre forme d'intelligence qui nous donne une force qui n'est pas physique mais qui est autre. J'ai aussi envie de vous poser la question du néo-féminisme d'aujourd'hui justement, donc qui est un petit peu à outrance. On a beaucoup entendu des balances ton porc à tout va et tout, etc., etc. D'ailleurs, il y a même quelques écrivaines qui réagissent en ce moment. On sait que Tristane Banon, elle a sorti un bouquin là-dessus qui finalement essaye de dire qu'il ne faut pas aller toujours trop contre l'homme. Mais est-ce que finalement, c'est pas important aussi à un moment donné d'être extrême pour se faire entendre au départ et puis après, ça passe? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Olivia Coudrine? Moi, j'ai jamais aimé les extrêmes. J'aime pas les extrêmes et je pense qu'il y a toujours des gens qui vont en subir les conséquences et c'est quand même assez dramatique. Moi, le mouvement MeToo, ça me plaît pas. Ça me plaît pas qu'on balance des gens comme ça en pâture. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une justice et une police qui écoute les femmes. C'est les réseaux qui font la justice à la place de la justice. Mais oui, on a l'impression qu'on met une femme sur la place publique et qu'on la lapide, ou un homme. C'est terrible. Moi, on lapide avec des mots. Et vous êtes d'accord avec ça, Sarah? Il y a quelque chose qui me dérange. Moi, je trouve que ce que MeToo a apporté, c'est la libération de la parole. Oui, et je trouve que c'est quand même une étape qui est nécessaire parce que j'aime pas les tabous. Ça, on parlait pas. J'aime pas les tabous. Mais comme vous cassez un tabou, quand vous parlez de l'homme battu, vous cassez un tabou. Et finalement, être mal à l'aise avec des situations, c'est les nier ou ne pas les affronter. Donc la mise en lumière, ça permet... Moi, très sincèrement, je suis très à l'aise avec le mot d'égalité. Parce qu'il y a une diversité dans les femmes, et il y a une diversité dans les hommes. Et finalement, je me sens un être à part entière. Je ne suis pas une victime. Et je ne le serai pas, et je pense que vous avez raison sur ce point. Olivia Coudrine. La libération de la parole, je sais pas, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose.
Moi, je pense que quand quelqu'un commet un crime, commet un viol, voilà, il y a la police, il y a les juges. Enfin, il faut faire confiance à la justice, mais on peut pas balancer comme ça des noms parce que on peut se venger. Il y a des gens qui mentent aussi, et la vie de quelqu'un peut être ruinée. Non, franchement, moi, ça m'a beaucoup dérangée. MeToo, ça m'a dérangé, mais alors balance ton porc, alors là, ce mot horrible, je sais pas, c'est quelque chose de très dérangeant. Olivia Coudrine vous l'a posé, la question de la position victimaire, où s'enlise dans le cas précis votre personnage. Je rappelle que c'est L'homme battu qui est sorti aux éditions du Cherche-Midi d'Olivia Coudrine. Lui, c'est une position qui lui est presque confortable, on a l'impression parfois, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il en démorde, justement, ce qui révolte par ailleurs sa fille. Un homme victime de violences conjugales, est-ce que c'est trop honteux pour être dit, ou est-ce que finalement une victime, elle aime bien, elle peut s'enliser aussi dans cette position victimaire dont vous parlez, et en la confortant et en la rendant confortable presque. Bien. C'est vrai qu'on m'a posé la question, et on pose toujours la question, pourquoi les gens qui sont maltraités, battus, quittent pas leur conjoint. Et c'est vrai que c'est la même chose pour un homme que pour une femme. C'est ça. Il y a des petites variantes, mais bon, voilà, c'est quand même la même chose. Il se dit, voilà, je verrai plus ma fille. Et puis quand on a affaire à quelqu'un de pervers, on a affaire à quelqu'un qui peut mentir, qui peut raconter n'importe quoi. Donc, qui vous enferme dans un schéma qui vous ferme toutes les portes de sortie. C'est un manque de courage aussi, quand même, quelque part. On a peur de ce qui va se passer dehors. On se dit, comment je vais me retrouver ? Je vais me retrouver seule. C'est pas facile de comprendre pourquoi les gens partent pas. Mais je pense que c'est la même situation pour un homme que pour une femme. Parce que, en fait, l'image de l'homme, vous la décrivez comme ça. C'est l'image que la société a de l'homme, celui qui protège avec ses muscles et sa voix grave, celui qui, par sa seule présence, apaise les angoisses, la peur et le doute. Mon père n'a pas su répondre à ces critères. Donc, finalement, quand on rentre pas dans la case de ce que la société voudrait qu'on soit, on n'est pas apprécié par les siens, par les autres. C'est ça que vous racontez aussi, Olivia Coudrine ? Rentrer dans des cases... la case de l'homme viril. Oui, mais vous savez, je pense que... après, ça dépend le sens qu'on donne à viril. C'est pour ça que j'ai donné une définition. C'est pour ça que je vous pose la question. Évidemment, quand aussi. Je me promène dans une rue sombre le soir, si je suis avec un homme, je suis plus rassurée que quand je suis seule. Parce que je me dis, il peut me défendre. Même si c'est un homme faible, qui n'est pas viril. S'il n'est pas très costaud, c'est plus gênant. Mais non, mais ça me rassure. Comme quoi, vous voyez les clichés. Mais est-ce que ce sont des clichés ? A priori, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui, ils ont toujours un sens quand même. Il y a toujours un sens. Bien sûr que, oui, moi, ça me rassure d'être avec un homme dans un endroit où j'ai peur. Olivia Coudrine, vous avez choisi ce livre aussi pour parler d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une de vos amies, c'est ça ? Alors, c'est d'avant tout, c'est un roman. Parce que ça part d'une histoire vraie que vous avez romancée. Voilà, ça part d'une histoire, une de mes amies. Mais elle m'avait raconté ça il y a très longtemps. Voilà, on était adolescentes et elle n'aimait pas sa mère. Et évidemment, je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'avait dit parce qu'elle n'est pas gentille avec mon père. Et du coup, elle vous avait raconté. Elle m'avait donné des détails un peu. Voilà, lui balancer des assiettes à la figure. Elle l'insultait. Et moi, j'avais trouvé ça très très bizarre parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude. Donc c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis c'est vrai que par la suite, j'ai quand même fréquenté beaucoup de couples. Et j'ai souvent vu quand même des femmes qui parlaient mal à leur mari ou qui les humiliaient en public. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à la fin de mon livre où je dis, je remercie toutes les femmes acariâtres qui ont nourri mon histoire. Parce que, alors après, on peut chercher pourquoi elles sont comme ça. Bon, c'est pas le propos de Justine d'essayer de savoir pourquoi ses parents sont comme ça. Elle raconte juste son histoire, quoi. Elle raconte son histoire. Et comme tous les enfants, elle a mal et ses parents ne savent pas la protéger. Elle dit l'indicible. Donc finalement, ne pas dire, ça permet à l'indicible de prendre place parce que lui, il se tait. Et elle le dit à sa place. Donc c'est le fait de mettre en lumière, en fait, ça permet de le savoir, tout simplement. Elle parle à sa place, mais elle lui en veut quand même. Elle n'est pas tendre non plus avec son père. Bien sûr, mais c'est elle qui dit ce qui lui arrive, c'est pas lui. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Sarah El Haïry, vous êtes d'accord finalement, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, le savoir, ça permet la lumière. Et oui, le dire, et toujours, et parfois aider celui qui subit. Enfin, moi, aujourd'hui, quand on voit le nombre
de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides. Et moi, je veux pas m'habituer à ça. Parce qu'il y a des violences dans les familles, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, mais il y a des violences, et ces violences tuent. Et c'est pour ça que la libération de la parole, le fait d'avoir un accompagnement, pouvoir parfois dire, quand c'est pas soi, quand parfois c'est dur de le dire soi-même, les gens qui nous entourent peuvent alerter. Et c'est pour ça que, du coup, je profite de votre micro pour le rappeler. Mais quand on a autour de soi, on a conscience d'une situation de violence, il faut alerter. Pas hésiter à le dire. Il faut le dire. Parce que parfois, ça mène au pire. Alors, ce n'est pas le sujet du livre en tant que tel. Non, moi, je raconte une histoire. Non, bien sûr. Voilà. Mais j'élargis juste le champ. J'ai tout à fait conscience qu'effectivement, il y a énormément de femmes battues et que c'est un sujet dramatique. D'ailleurs, ça fait longtemps que ça dure. On a l'impression qu'on découvre ça aujourd'hui. Ça qui est très bizarre. On avait mis ça sous le tapis d'un seul coup. Tabou. D'un seul coup. Le non-dit, voilà. Et justement, on s'en aperçoit et on a l'impression qu'il faut se venger des hommes maintenant. Pas tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne sont pas des criminels. Et c'est aussi pourquoi vous avez écrit, c'est aussi pour cette raison quelque part que vous avez écrit ce roman, Olivia Coudrine, c'est pour expliquer qu'une situation ne va pas toujours que dans un sens. Oui, mais c'est avant tout, moi c'est surtout l'histoire de Justine que je raconte. C'est l'histoire de l'enfant. Évidemment, j'ai appelé ça plus. L'homme battu parce que voilà, le titre était... On est saisi par ce qui lui arrive à cette heure. Mais c'est avant tout l'histoire de Justine, c'est-à-dire l'histoire de l'enfant, parce que moi, dans les cas de violence, c'est surtout l'enfant qui m'intéresse. Parce que les adultes, ils ont quand même une possibilité de se défendre. Je veux dire, ils peuvent aller voir leur entourage, parler à leur famille, aller au commissariat. Enfin, il y a quand même quelque chose qui peut vous pousser à avoir un peu de courage et à faire quelque chose. Mais un enfant complètement démuni, et c'est ce que raconte Justine, elle était complètement démunie, elle croyait sa mère qui était la personne qu'elle admirait le plus, et que tout le monde admirait d'ailleurs. Et son père, ce minable, parce qu'elle s'est aperçue donc à sa mort qu'elle avait été manipulée. Et elle en a beaucoup souffert, et elle s'est fait souffrir par la suite, justement. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer comment, si oui, ce climat malsain avait donné ce qu'il avait donné avec Justine. Voilà, elle devient anorexique. C'est une peinture que vous faites, comme vous êtes peintre finalement. Écrire, ça vous permet de peindre avec des mots en fait, Olivia Coudrine. La peinture, c'est une forme d'écriture aussi. Oui, voilà, on raconte une histoire sur une toile. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que j'hésite toujours entre la peinture et l'écriture, mais je vais de l'un à l'autre. Et finalement, ce roman, il pourrait être une peinture aussi. Vous allez en faire une d'ailleurs, Olivia Coudrine ? Non, je crois pas, parce que ce serait une peinture un peu difficile à faire, un peu cruelle peut-être. Ouais. Moi, j'essaie de faire des choses très sensuelles en général. Voilà, exactement. Je fais le portrait de Dorian Gray. Oui, c'est ça. On va y venir. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes en compagnie ce soir de la femme politique de conviction, Sarah El Haïry, et de l'écrivaine qui écrit comme elle part, on vient de le dire, Olivia Coudrine. On revient tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est parti pour encore un quart d'heure d'échange autour de cette excellence française polyforme qu'il est important de défendre pour la voir vivre longtemps encore. Ce soir, vous pouvez écouter sur Sud Radio deux femmes au destin distinct qui se rejoignent dans la force de leur implication. La secrétaire d'État Sarah El Haïry et la peintre romancière Olivia Coudrine. Alors parce qu'on parle bien d'ici, de cela, ici ce soir, n'est-ce pas mesdames, de la puissance de la volonté pour dessiner les chemins, ce dont vous êtes un exemple l'une et l'autre, chacune à votre manière. Est-ce que vous voulez nous expliquer, Olivia, quelle force il vous a fallu pour passer d'un métier à l'autre? Parce qu'on reviendra un petit peu sur votre genèse, mais vous avez été danseuse, vous avez fait beaucoup d'autres choses avant de devenir écrivaine et de faire ce que vous faites. Et on imagine que tout cela, c'est vraiment une volonté permanente de travail et d'implication, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai commencé par la danse. Oui. Voilà, j'ai fait des études de lettres, mais... vous aviez déjà une petite envie d'écrire avant de devenir danseuse, en fait? Oui, je ne sais pas si c'était parce que j'avais envie d'écrire. J'ai toujours aimé lire. Et voilà, je suis venue à Paris voilà, j'ai passé mon bac en province, parce que je suis de province. Vous êtes d'où? De l'Aisne. Et où dans l'Aisne? Je suis née à La Fère, dans un petit village, et j'ai fait mes études à Laon. Enfin, j'ai passé mon bac à Laon. Il y a un truc marrant quand même que je voudrais dire, c'est que votre personnage, il vient de Romorantin, dans le bouquin, qui est la ville de Sarah El Haïry, quand même. C'est ce que je disais à Sarah. Faut le dire, quand même, voilà. Oui, comme quoi. Voilà. Moi qui d'habitude, quand je me déplace, je suis née à Romorantin, et ensuite je me sens toujours obligée de préciser où c'est. Dans le Loir-et-Cher, pas très loin de Vierzon, et puis je regarde les regards, et si on ne voit pas, c'est pas très loin d'Orléans, et
fait de tout. Voilà. Mais là, finalement, Romorantin, là, je parle effectivement de Romorantin parce que Justine, donc, qui est née à la Martinique, est venue habiter à Romorantin quand elle était toute petite et elle y est restée jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, on en parle justement de ce chemin aussi que vous vous êtes dessiné, parce que c'est pareil, Sarah et la Grille, c'est à la force du poignet finalement. C'est sur le terrain, quoi. C'est en mettant les mains dedans, quoi. Les rencontres, l'effort, la volonté, beaucoup de courage, mais surtout une envie de ne jamais subir. Moi, j'ai pas envie que ma vie, elle soit définie par quelqu'un d'autre. J'ai pas envie d'être finalement une sorte de témoin de ce que je vis. J'ai envie d'en être l'actrice et d'assumer la metteur en scène même. Mais tout à fait. Metteur en scène et productrice. La totale. Mais on écrit sa vie tous les jours. Olivia Coudray. On l'écrit. Oui. Et c'est pour ça que là où j'ai trouvé quelque chose d'absolument fort, c'est ne pas laisser s'installer dans l'esprit, et l'esprit des plus jeunes en particulier, cette musique victimaire, qui serait de dire, un moment, ça te tombera dessus. Pas du tout. Saisis-toi, sois prêt. Et si ça venait arriver, bien sûr. Et confiance en ta capacité de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'autocensure. Il y a encore beaucoup trop de... Il y a des plafonds de verre, mais il faut les casser. Et c'est là où l'engagement associatif, l'engagement politique, syndical, l'engagement en écrivant, ce sont finalement des éléments qui libèrent. Parce que ça te fait rencontrer des gens qui sont très différents des gens qui t'entourent, de ton cercle familial. Mais surtout, c'est un accélérateur finalement d'opportunités. Et donc, d'ouverture. Quand on a l'engagement, c'est finalement rencontrer sa vie et prendre le volant de son propre destin. Rencontrer sa vie. Belle émission ce soir. Olivia Coudray, à vos débuts, on peut le dire, vous avez été danseuse au Crazy Horse sous le pseudonyme de Cheetah Magnétique, en référence au costume de guépard que vous portiez lors de votre numéro solo. Exactement. Vous avez été aussi une des Coco Girls de Stéphane Collaro. Vous saviez que je regardais ça, moi, quand même. Je l'ai beaucoup regardé. Oui. Vous avez dû bien vous amuser, Olivia Coudray. Ah oui, moi, je me suis beaucoup amusée parce que, en fait, c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de m'amuser. Moi, je prends pas la vie très au sérieux. Pour moi, c'est pas quelque chose de très sérieux, bien qu'il faut la faire sérieusement quand même. Mais voilà, donc j'avais envie de rire, j'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc j'aimais ce métier. C'était une époque plus légère aussi, on imagine. Plus facile en tout cas. Je sais pas si... Est-ce que vous avez connu une forme de stigmatisation à l'époque déjà, ou est-ce que vous l'avez... Est-ce que ça vous a touché si c'est le cas? Est-ce que vous l'avez pas connu? Ou est-ce que si vous l'avez connu, finalement, ça vous en avez rien à faire? Olivia Coudray. Ça me dérange pas. Moi, j'avais décidé d'être danseuse. J'ai été danseuse au Crazy Horse. Je me suis mise nue. Ça m'a pas dérangée parce que pour moi, c'est plus facile. Pour moi, la pudeur, c'est pas dans le corps. Et c'est justement quand je parle de moi. J'ai beaucoup plus de difficultés à parler de vous-même. Oui, exactement. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi de danser, parce que voilà, on vous regarde quand vous dansez. Avant de rentrer au Crazy Horse, vous avez fait beaucoup de danse? J'avais fait un peu de danse. Oui, j'avais fait la danse en province, et quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait Vous êtes montée à Paris pour ça, Olivia Coudray? Non, je suis montée à Paris parce que je me suis inscrite à la Sorbonne. Pour vos études de lettres. Mais j'avais trouvé une petite chambre rue d'Aru, juste à côté de la salle Pleyel. Et avant, il y avait des cours de danse à la salle Pleyel. Donc voilà, j'ai pris des cours. C'est un peu un hasard, en fait, tout ça. J'ai pris des cours à la salle Pleyel. J'ai vu une petite annonce. Je ne savais pas ce que c'était que le Crazy Horse. Mais je cherchais du travail. Donc, j'ai posé des questions aux filles qui étaient là, qui dansaient. Elles m'ont dit, voilà, c'est un endroit... Cheetah Magnétique, j'adore. Cheetah. Non, mais c'est un très, très bon souvenir. J'ai vraiment passé des moments... Alors, vous, c'est un hasard, mais super. Finalement, vous étiez au bon endroit au moment où vous aviez envie d'y être. C'est ce qui vous a permis d'avancer malgré tout. Parce que vous étiez là où vous aviez envie d'être, même si c'était par hasard, Olivia Coudray. Oui, est-ce qu'il y a un hasard? Je ne sais pas, justement. Mais bon, voilà. C'est une autre question. Voilà. Donc, vous ne croyez pas au hasard, Olivia Coudray? C'est difficile. Je me pose des questions. Je me demande si... Je ne sais pas, j'hésite. Est-ce qu'on a un destin? Vous n'avez pas la réponse? Non, je n'ai pas la réponse. Pas encore. Si vous l'avez, un jour, vous me dites. Je vous dirai, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faut suivre les choses. Enfin, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, ça m'amusait beaucoup. J'ai passé des moments très, très sympas au Crazy, ensuite à la télévision aussi. Je me suis amusée, je me suis toujours amusée. C'était drôle, le Collaro Show. Moi, j'en ai des très bons souvenirs.
Sarah El Haïry, c'est pareil, vous, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est au bon endroit, ça fonctionne, quoi. Il faut aller chercher son bonheur. Ouais, c'est ça. Et en réalité, quel que soit son job, sa vie, on peut aller chercher ce qui nous rend fiers, ce qui nous rend heureux. Parfois, on ne le trouve pas dans son métier de tous les jours parce qu'on ne peut pas, parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion. Et c'est pas très grave. Mais on peut enjoliver la vie autrement. Totalement. Et c'est là où on devient finalement, avec cette énergie qui devient autogénératrice d'une certaine manière. Et c'est là où l'engagement associatif en particulier, ou l'engagement politique, quand on s'engage pour l'autre, quelle que soit la forme, quelle que soit la création, où on crée, eh bien, ça permet de s'épanouir. Ça permet finalement de tenir quand même le bout de ce qui construit, ce qui bâtit. Et tant qu'on bâtit, moi j'ai l'impression, en tout cas j'ai la conviction que ça rend heureux. Et ce bonheur, finalement, il appartient, il y a une part de soi. Bonheur constructif, quoi. Ouais. Et ce bon endroit dont on parle, c'est aussi la France, on peut le dire, Olivia Coudrine, et son exception. Là, on parlait de la laïcité, mais on peut parler de la culture, du savoir-faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia Coudrine? Il y a quand même une exception française. L'exception française, pour moi, l'exception française, c'était la liberté. On l'est un peu moins maintenant. Oui, j'ai un petit peu l'impression quand même. Vous vous sentez moins libre vous? C'était la liberté. On a l'impression qu'en France, on pouvait tout faire, tout dire. Et puis que ça n'apportait pas à conséquence. C'est la mondialisation à partir du moment où et puis de façon sympathique, quoi. C'est moins possible, quoi. Je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allée aux États-Unis et j'étais avec des amis et on s'était assis sur une voiture. Vous savez, il y avait une voiture décapotable avec des copains, on s'y assis comme ça. Et alors, on avait bien sûr les robes qui volaient quand ça roulait et les policiers nous ont arrêtés. Parce que vous aviez les robes qui volaient? Oui, parce qu'on voyait nos cuisses. Et donc, quand ils ont vu qu'on était françaises, on était deux filles françaises. Elles ont dit, c'est pas grave, c'est des French girls. Ils ont dit, you are not in Saint-Tropez. Voilà. Et alors, avec un sourire, parce que quelque part, vous voyez, on a dit, c'est des Françaises, voilà, c'est pas très grave. Chez eux, il fallait pas faire ça. Mais voilà, ils nous ont excusés. Il n'y a pas d'attentat à la pudeur en France, c'est sûr. Mais comme cette liberté, il faut continuer à la défendre. C'est notre particularité, c'est notre force. Que ce soit la liberté, évidemment, d'expression, que ce soit la liberté de créer, la liberté de la contradiction. Et c'est là, il faut la nourrir. Et c'est pour ça que faut, je crois, donner un peu ce goût du rock'n'roll à nos plus jeunes générations, de ne pas subir. Finalement, c'est aller conquérir ces libertés. Mais c'est ça qu'à la France, normalement, ce côté un peu rock'n'roll, justement. Bon, on l'a pas trop perdu quand même. Non. Pas trop perdu, mais un petit peu. Parce que justement, on se fond peut-être dans la mondialisation aussi, oui, peut-être qu'on n'arrive pas à garder justement cette exception et il faut essayer, il faut se battre pour la garder. On peut quand même le dire, et moi la laïcité je le dis, aussi, on est dans d'ailleurs, cet excellent. Ça fait partie il y a une exception française aussi. Il y a une exception française dans l'art, dans la culture, dans l'artisanat, dans le temps qui est pris aussi pour créer les choses. J'en reçois beaucoup des gens ici qui représentent cette exception française et cette excellence, voilà, dont on parle dans cette émission. Sarah El Haïry, une petite minute quand même pour dire que dès lundi, c'est-à-dire dès demain, vous allez lancer les inscriptions au service national universel pour les jeunes. Vous avez déjà plus de 50 000 jeunes qui sont inscrits, c'est ça? Plus de 50 000 places ouvertes. Plus de 50 000 places ouvertes. Voilà. Lundi, il y a un seul site à retenir. Et pourquoi c'est important, ce service national universel? Le service national universel, c'est une aventure où des jeunes vont se rencontrer qui ne se connaissent pas, ils viennent de territoires différents, ils ont un seul point commun, avoir entre 15 et 17 ans et être français. Et vivre cette aventure, c'est rencontrer finalement quelqu'un d'autre, qui vit autre chose, d'un autre milieu, pour partager en commun une aventure, pour partager cette excellence française qui est celle qui va tout investir pour sa jeunesse et finalement lui donner le goût de la liberté, le goût de l'égalité, mais aussi parce que l'excellence dont ça. On parlait tout à l'heure, Olivia Coudrine, c'est aussi ce goût de la liberté dont vous nous parlez, le fait d'oser, qui est le mot de Sarah El Haïry, c'est ce qui définit l'esprit français aussi. Qu'est-ce que vous en pensez en deux mots? Je suis tout à fait d'accord. La liberté, pour moi, c'est la première chose d'ailleurs qui est écrite. Liberté, égalité, fraternité. Voilà.
Voilà. Et la fraternité, elle peut être créée grâce à ce service national. Exactement, c'est bien l'objectif. Universel. Donc il y a un seul site à retenir. Merci à toutes les deux. Dites-moi le site, Sarah El Haïry. snu.gouv.fr, à tous les parents, à tous les jeunes qui nous écoutent. Pour vous inscrire au service national universel. À partir de demain, il y a une ouverture de 50 000 places et ça peut changer des vies, ça peut ouvrir des vocations. Il ne faut pas hésiter à inscrire vos enfants. Merci à toutes les deux pour cet excellent moment. Merci. Alors, je rappelle que le roman d'Olivia Coudrine, L'homme battu, est trouvable chez tous les bons dealers, évidemment. Il est sorti aux éditions du Cherche Midi. Et que le livre de Sarah El Haïry vient de sortir aux éditions de l'Observatoire et s'appelle Envie de France, chez tous les bons dealers aussi, évidemment. Et puis, encore merci à toutes les deux. C'était une très belle émission. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio. On se retrouve évidemment dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Merci au réalisateur de cette émission, Maxime Sénat, à Antoine Web, aux équipes de Sud Radio et puis à Meloan Rock pour sa prog, vraiment qui est incroyable. Cette émission est disponible évidemment en podcast, en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux. Bisous les copains, c'était excellent.